I was always on the run, worried by what I'd become. Comme beaucoup d'expatriés, Natacha a eu plusieurs vies en une. Attachée de presse en Belgique, elle est partie avec son mari et leur petite fille, Élise, à Shanghai d'abord et à Singapour ensuite. Leur expatriation a duré 5 ans et a pris fin cette année. Dans cet épisode de My Name is Mom, Natacha me raconte comment elle a appris à être mère dans un pays si différent de celui où elle est née, comment elle a choisi d'être mère au foyer avant d'avoir envie de réinventer sa vie professionnelle et comment on fait pour aider son enfant à s'adapter d'un pays à l'autre. Bonjour Natacha, merci de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? De qui est composée ta famille? Raconte-moi un petit peu quelques mots. Alors, je m'appelle Natacha, j'ai 44 ans, je suis mariée avec Arnaud et nous avons une fille de 6 ans et demi qui s'appelle Élise. Alors, moi j'ai une question, je commence souvent mes podcasts par ça parce que je trouve que c'est quand même important et que ça définit finalement ce qui suit. Est-ce que tu as toujours voulu avoir un enfant? Oui, j'ai toujours pressenti que je serais maman, que je me voyais maman. Maintenant, j'ai pas forcément mis les choses en place, mais j'avais le sentiment que je serais maman un jour. J'ai toujours adoré les enfants, j'ai toujours été assez patiente et c'était dans mon agenda, mais j'ai eu un peu de mal à rencontrer le papa. Et donc, au moment où tu l'as rencontré, les choses se sont mises, le puzzle s'est un peu mis en place. Oui, je l'ai rencontré, j'avais déjà 34 ans, donc jusque-là, j'avais jamais rencontré vraiment quelqu'un en qui je voyais le père de mes enfants. Et puis, j'ai rencontré Arnaud, j'avais 34 ans, et on a profité un peu de notre vie à deux pendant 3 ans. Et après 3 ans, un 31 décembre, Arnaud m'a demandé officiellement si j'étais d'accord pour qu'on ait un enfant. Je pense qu'il avait reçu tous les signaux indirects, il sentait que j'étais prête, et puis lui, à ce moment-là, s'est senti prêt aussi. Et donc, voilà. Et puis, Élise est arrivée, donc elle s'appelle Élise. Oui, elle s'appelle Élise. À ce moment-là, vous êtes en Belgique, parce que ça, on ne le sait pas encore, mais nous sommes là pour discuter notamment expatriation. Et donc, à ce moment-là, vous êtes en Belgique et vous avez le projet d'y rester. Oui. Ou pas? Alors moi, je suis belge, j'ai grandi en Belgique, je suis bien, j'adore mon job, je n'ai jamais envisagé d'aller vivre à l'étranger. Peut-être sortir des études vers 18 ans, j'avais envie de voyager, mais après, non, j'étais bien, j'étais très contente de la vie que j'avais, et Arnaud était la cerise sur le gâteau, et Élise encore plus. Donc non, on n'envisageait pas de partir. Donc tu tombes enceinte, quel souvenir, donc c'était il y a 6 ans, quel souvenir tu gardes de cette période-là Alors, je tombe enceinte assez rapidement. Donc, le 31 décembre, il me fait la demande, j'arrête la pilule. Et au mois de mai, fin mai, je suis enceinte. Très facilement, ça s'est fait très vite. Donc, pas d'attente, pas de stress de ce côté-là. Donc, Et du coup, la grossesse, pareil, une grossesse facile et reposante ou pas du tout? Oui, alors moi, le souvenir que j'en garde, c'est vraiment, c'était sympa, c'était agréable, je me sentais bien enceinte, j'avais des beaux cheveux, je me sentais en forme, sans toutes les hormones. Après, j'ai eu des nausées, ça a duré quand même assez longtemps et c'était toute la journée, c'était pas que les nausées du matin. Il fallait cacher que j'étais enceinte au début. Et je me souviens très bien avoir téléphoné à ma grand-mère en lui disant « Non mais c'est pas possible, j'en peux plus, là je suis malade toute la journée, ça passe jamais, je trouve aucun moyen de l'arrêter. » Elle me dit « Ah mais tu sais, ça va aller, c'est 3 mois et puis c'est fini. » Mais non, me dis pas que c'est 3 mois quoi. 3 mois, ça me semble insurmontable d'être 3 mois malade comme ça tous les jours. Et ça s'est arrêté au bout des 3 mois? Ouais, ça s'est arrêté au bout des 3 mois. Elle avait raison quand même. Oui, elle avait raison, ça s'est arrêté. Et puis j'ai eu une grossesse très bien, très très agréable. Non, c'était super. Et le souvenir que tu gardes de ton accouchement? Comme une lettre à la poste. Vraiment? Oui. Elle est venue assez tard, donc je suis arrivée au terme et la semaine de contrôle avec la gynécologue avant, à la 39e semaine, elle me dit quand même, j'ai l'impression que c'est un gros bébé, que d'après ce que je vois c'est 3,8 kg, donc faudrait pas qu'elle tarde. Je vais vous donner un petit truc, un remède de grand-mère. Vous prenez de l'huile de ricin. Une petite cuillère à café le premier jour pour voir si l'effet n'est pas trop fort et après une cuillère à soupe et puis on verra. Sinon il faudra provoquer effectivement. Le soir je range, je prends ma petite cuillère à café, tout va bien. Le lendemain petite cuillère à soupe et là je sens que ça commence à travailler. Et j'ai Arnaud qui me dit bon moi je vais dormir, tu me tiens au courant, au moins je me serai reposée. Moi je vais prendre un bain parce que la gynécologue m'avait dit que si les contractions continuaient après le bain, il fallait que j'aille à l'hôpital. Effectivement je sors de mon bain.
je prépare mes affaires, je réveille Arnaud. Allez, on debout, la sieste est finie, on va à l'hôpital parce que là, ça continue. Et donc, direction hôpital. Là, je me change et je perds les os. Péridurale. Et puis, comme une bulle. On avait préparé une playlist de naissance. Arnaud était dans la chambre, les chambres étaient immenses. Il y avait des couleurs tamisées, c'était super. J'entendais des femmes crier dans les autres chambres. Moi, j'avais accepté, je voulais la péridurale. Et puis à 9h, l'infirmière voit que tout prend forme. Elle appelle la gynécologue et 45 minutes plus tard, Élise est là. Ouais, donc le pied, quoi. Le pied. Première grossesse, ok, accouchement, ouais. ok. Alors elle sort, l'infirmière la pèse, 4,1 kg. Ouais, quand même. Donc là, elle me dit, ouh là là, heureusement qu'elle n'a pas attendu plus longtemps parce que 54 cm et 4,1 kg. Moi, j'avais même jamais entendu qu'un bébé pouvait être... dépasser les 4 kg. Voilà, exactement. Et donc, voilà, mais super bien, vraiment tout nickel, 2 jours à l'hôpital. Et puis on sort de l'hôpital et tout va super bien. Est-ce que tu t'es sentie mère ce jour-là? Est-ce qu'il y a eu une révélation ce jour-là? Ou est-ce que c'est venu progressivement par après? Ou est-ce que tu te sentais déjà maman quand tu étais enceinte? Je me sentais déjà maman. En fait, j'étais attachée de presse à ce moment-là. Et ça a un côté un peu maternel, déjà, d'être attachée de presse, de s'occuper des gens autour. Et donc, je me sentais déjà maman, en fait. Mais effectivement, quand on pose le bébé sur soi, dans cette bulle-là, c'était vraiment plus fort, c'était décuplé. Donc tu as Élise, tout s'est bien passé et là tu te projettes a priori en Belgique. Oui, on avait acheté une maison, on venait d'avoir Élise, moi je me projetais dans l'instant présent. Déjà l'allaitement, au début c'était un peu galère, je profite. Je sais que j'ai 3 mois de congé de maternité mais je prends 1 mois en plus. Et je profite à fond, c'est une pause. Moi qui n'avais jamais arrêté de travailler, c'était génial de rester à la maison avec elle, d'apprendre à se connaître, de vivre à son rythme, de faire la sieste. En plus, avec un seul enfant, tu peux encore faire la sieste quand il fait la sieste et tout. Donc super rythme. Début allaitement un peu compliqué, mais après 2 semaines, je pense que ça se passait mieux. Je m'étais un peu mis la pression en me disant, bon, j'aimerais bien allaiter au moins 3 mois, au moins la durée de mon congé de maternité. Et puis petit à petit, finalement, je l'ai allaité 6 mois, même quand j'ai continué à travailler, j'ai tiré mon lait, etc. Élise est rentrée en crèche. Donc oui, on se projette plutôt dans la Belgique et l'instant présent. La Belgique, et après je reprends le travail et les choses ont continué à changer pendant mon absence et pas forcément dans la direction que j'aimais. Et donc Élise est petite, elle a quelques mois et là petit à petit je me dis non mais là ça me plaît plus, moi j'ai toujours été passionnée par mon job, j'adorais le travail que je faisais et puis là tout a changé. Et je sais quand j'ai rencontré Arnaud que lui, il a des envies d'ailleurs, il a envie de voyager, il a envie de partir, de sortir de sa zone de confort. Et Élise a à peine 1 an et je me dis c'est peut-être le bon moment. Et donc je lui glisse que s'il a des opportunités ailleurs, on peut toujours en parler et voir ce que ce sera. Tu dis Élise avait 1 an et tu dis que c'est le bon moment, alors qu'à ce moment-là, pour plein de mamans, c'est plutôt... je sais pas, peut-être l'angoisse, ils sont encore petits, tu vois, même voyager, parfois ça paraît immense pour certaines mères d'emporter toutes leurs affaires, de prendre un avion avec un enfant de cet âge-là. Et toi, tu t'es dit, allez, je suis prête à partir vivre ailleurs. Moi, j'ai pas pensé au problème d'organisation, j'ai plutôt pensé à son adaptabilité, à être dans un monde où elle se rendra même pas compte que on vit ailleurs, qu'on est dans un autre pays, que pour elle, ce sera la normalité. Et donc... je me dis plutôt que si on attend, on va s'installer dans un confort de vie et ça va être plus difficile de partir. Je me suis toujours dit que plus les enfants grandissent, moins c'est facile de partir à l'étranger, de quitter leurs copains, de quitter la famille. Et donc, de toute façon, je le voyais comme une parenthèse. Je ne me voyais pas partir à vie, quitter la Belgique à vie. Pour moi, c'était une expérience pour permettre à Arnaud de grandir professionnellement. Et en même temps, je me disais qu'au niveau calendrier, moi, ça allait me permettre de profiter vraiment de ma fille. Parce que quand tu es dans un temps plein ici en Belgique et que tu vois pas beaucoup tes enfants, j'allais à chercher la crèche, il était 18h. Donc au final, je me dis que l'expatriation, c'est peut-être une opportunité pour moi de la voir grandir et de profiter d'elle. Ouais, c'est clair. Donc la première étape, c'était... Je vais poser la question convenablement. Donc il y a eu 2 étapes dans ton expatriation. Il y a Shanghai d'abord, donc en Chine. Donc c'est vraiment une destination à milieu de tout ce qu'on connaît chez nous. Donc quand la destination est tombée, tu as réagi comment ? Alors la Chine, Shanghai, c'était même pas dans le top 10 de mes destinations de voyage préférées.
de celle que j'avais envie de faire. Donc quand Shanghai est tombé, je me suis dit, ouh là là, mais bon. L'offre était vraiment super pour Arnaud. Et de toute façon, lui travaillant dans l'industrie, le choix n'est pas complètement open et tu peux pas choisir d'aller à Los Angeles. D'abord, il n'y a pas d'industrie à Los Angeles et puis ça reste un choix limité. Donc je me dis, bon, why not? Pourquoi pas? Allons-y. Et donc on met tout en place. Ça se prépare, l'expatriation. D'abord, on vend la maison, on se marie. Et puis on commence à se renseigner sur la vie à Shanghai pour des expatriés, comment c'est, etc. Alors au départ, effectivement, quand dans une société comme celle où mon mari travaille, il y a un vrai encadrement, il y a un voyage d'orientation, il y a le loyer qui est payé, il y a l'école qui est payée, il y a plein de choses qui sont prises en charge, qui sont super dans l'expatriation, et du coup tu pars pas complètement dans l'inconnu. Tu vas être ouais, tu pars en mode sécurité quand même, quoi. T'as un filet au cas où. Exactement. Et puis on a beaucoup discuté tous les deux, et c'est vrai qu'il avait bien compris que c'était une opportunité pour moi de profiter d'Élise, et du coup j'avais dit, je veux rentrer 2 fois par an en Europe, je ne veux pas avoir à trouver un travail tout de suite, laisse-moi d'abord profiter et peut-être découvrir un petit peu plus sur moi, de me poser. Et du coup c'était très bien, et même par la suite que j'ai posé un peu ces bases-là. Et moi, étant fille unique, j'étais très contente aussi de pouvoir rentrer 2 fois par an et de voir ma famille quand même 2 fois par an. Donc on part et on se marie en mois d'août. Et après notre mariage, on confie notre fille à mes parents et on part en voyage d'orientation à Shanghai. Et là, c'est la cata. Je pleure tous les jours. Parce que tu te dis, c'est pas pour moi? J'arrive dans une ville de 26 millions d'habitants. C'est 2 heures de trajet building non-stop de l'aéroport au centre-ville. C'est le mois d'août, il fait chaud, il fait polluer. C'est une ville, moi j'ai grandi à la campagne en Belgique, donc pour moi c'est complètement dépaysant. Et je me dis, mais où j'emmène ma fille, quoi? Qu'est-ce qu'on va vivre? Tu te dis là-bas, au secours, quoi, c'est pas pour moi, quoi. Non, je me dis qu'on a déjà beaucoup progressé dans les démarches et revenir en arrière sur un job qu'il a accepté à ce moment-là au voyage d'orientation, ça arrive évidemment. D'ailleurs, on nous avait dit que 9 familles sur 10 au long du processus abandonnaient l'envie d'expatriation, le projet. Non, moi je me dis, ça va aller, il faut que je me reprenne, il faut que je voie le côté positif de la situation et puis je vais me reprendre. Non, lui a peur, je pense. Lui a vraiment peur que je change d'avis et que je dise non, mais on part pas, c'est pas possible. Mais voilà, après on rentre en Belgique et on continue à mettre les choses en place. Et tant pis, c'est quelque chose quand même qui a une durée limitée. On va pas rester à 10 ans. Si ça me plaît pas, après 1 an, on rentre. Donc, oui, vu que tu étais partie dans l'idée d'une expérience, finalement, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tu la prenais, quoi. Oui, voilà. Je me dis, tant qu'à faire, voilà, non, tout est fait, je vais pas le faire refuser ça, je pense qu'il me le pardonnera pas, et puis moi je vais aller au-delà de ça et vraiment sortir de ma zone de confort aussi. Donc voilà. Et donc vient le moment du grand départ, t'es avec ta petite, vous montez dans l'avion, qu'est-ce que tu ressens, comment tu te sens? Alors triste de quitter ma famille et de partir vers l'inconnu comme ça, je flippe complètement, mais on y va, allons-y. Quels ont été après coup, enfin voilà, t'as vécu là, c'était 3 ans à Shanghai. T'arrives avec ta petite fille, elle a 1 an à ce moment-là. Ouais. Tu la gardes près de toi, tu la mets pas en crèche, pas à ce moment-là, je suppose. Alors d'abord on arrive, et puis ça commence sur les chapeaux de roue parce qu'on arrive en appart-hôtel, parce que notre logement n'est pas encore disponible. Et donc pendant 5 semaines on loge en appart-hôtel, et la première semaine, Élise tombe dans la baignoire et s'ouvre le menton. On n'a même pas de pédiatre, on n'a même pas d'hôpital, rien. Donc lui téléphone à son chef qui a un enfant de l'âge d'Élise. Il prend rendez-vous pour nous dans un hôpital de jour, in extremis à 19h. Il fait noir, on demande de réserver un taxi, on fonce, elle saigne, c'est complètement ouvert et tout. Donc c'est le stress, chirurgie, on la recoue. Déjà... Ouais, comme arrivé, on a fait mieux, quoi. Ah là là, oui, c'était... Alors lui a gardé son sang-froid, mais moi je perdais un peu pied à ce moment-là. Bon, après, on l'a soigné et tout, mais moi je voulais assez rapidement trouver une crèche, parce que je voulais pas qu'elle reste collée à moi. Je voulais trouver quelque chose, même à mi-temps,
mais qu'elle puisse continuer à avoir d'autres enfants et qu'elle reste pas dans une bulle avec sa maman, parce que je me disais qu'après c'est encore plus dur la séparation et tout, donc je me dis autant qu'elle en profite. Puis notre envie c'était aussi qu'elle apprenne une autre langue, hein. On voulait qu'elle apprenne l'anglais. Et donc on trouve une école, donc elle rentre déjà à l'école, elle a même pas 2 ans. À quel âge ça commence chez eux, l'école? Alors pour les Chinois c'est plutôt à partir de 3 ans, parce que jusqu'à 3 ans ils restent en général dans la famille. C'est plutôt les grands-parents qui gèrent les enfants. Et après, ils vont à l'école. Mais il y a beaucoup d'expatriés à Shanghai. Il y a énormément d'écoles, de petites écoles, de crèches, etc. Et on en trouve une toute petite, toute mignonne. L'école Magnolia, avec un magnolia dans la cour, super sympa, en anglais-chinois. Donc, elle commence déjà avec une gardienne, enfin une prof chinoise et une prof anglaise tout le temps dans la classe. Et ils sont 6 enfants, donc vraiment super. Elle commence là. Et du coup, à ce moment-là, toi, ça te permet d'explorer la ville et de prendre un peu tes marques Oui, alors elle commence pas tout de suite, mais oui, moi, ça me donne du temps pour moi et pour m'habituer. Je prends des cours de chinois. Alors les premiers mois c'est vraiment dur, hein. C'est vrai que je pense que ça a mis 6 mois à Shanghai pour que je me fasse à la vie et que je trouve mes repères, parce qu'à Shanghai c'est vraiment très différent d'ici. Comme tu le disais, c'est une autre culture, mais même les magasins sont conçus différemment. Il n'y a pas un endroit où on peut tout trouver, c'est vraiment par quartier. Tu as des quartiers où tu as les instruments de musique, des quartiers où ils vendent des canapés, où ils vendent de la déco. Et donc, se retrouver dans tout ce micmac et puis se déplacer. J'ai pas de voiture à Shanghai et j'en veux pas, parce que conduire là-bas. Ouais, j'ose même pas imaginer, ouais. Ils sont vraiment très très agressifs quand ils conduisent, donc non. Donc, je prends les taxis ils parlent pas anglais, ils parlent que chinois. Donc, je me dis, bon, je vais mettre un peu au chinois quand même. Heureusement, dans l'expatriation, dans le contrat d'expatriation, il y a des cours de chinois particuliers. Donc, je commence ça. Je me souviens que, d'ailleurs, dans ces expériences-là, je vais chez Ikea avec Élise. À ce moment-là, elle n'était pas encore à l'école. Et je vais faire mon shopping parce qu'on n'a pas déménagé avec nos meubles. Et je sors de chez Ikea déjà. J'ai organisé la livraison en chinois, anglais, je baragouine et tout. Je sors pour prendre le taxi avec mon sac bleu. Et là, je vois pas de taxi. Il est déjà 4 heures. Donc, le temps avant, je vois pas de taxi. Les taxis défilent, mais ils prennent chaque fois quelqu'un comme si c'était déjà attribué. Et il y a personne. Et je dis, mais comment je fais moi pour rentrer chez moi? Déjà qu'ils comprennent pas quand je parle, mais alors là. Et puis je parle à quelqu'un, je dis mais comment vous faites? Et en fait ils commandent déjà tous avec des apps, alors qu'à ce moment-là ici ça commençait, mais c'était pas aussi systématique. Il y avait quand même des taxis à la sortie du magasin, là pas moyen. Donc je suis là, j'ai ma petite qui pleure, je suis avec mon sac qui a sous le bras, je vais sur le rond-point immense essayer. Bon finalement je trouve un taxi, mais quand je rentre chez moi j'emmène pas large, quoi. Je me dis mais tout est dur, ouais, tout est une petite épreuve en fait du quotidien. Quand tu arrives et que tu dois trouver tes marques, enfin, moi dans mon cas c'était plus simple, c'était quand même plus notre culture, mais c'est clair que non, c'était ni la langue, ni... Non, 6 mois. Il a fallu 6 mois quand même pour que je m'habitue vraiment à leur fonctionnement, où faire les courses. Pour aller chercher ma fille à l'école, il n'y avait que le taxi. Ils ne comprenaient pas, ils me déposaient en plein milieu avec Élise alors qu'il pleuvait. Ils étaient vraiment pas très agréables, donc c'était les taximens, c'était une épreuve. Quand je prenais le taxi pour aller la chercher ou la conduire, c'était une épreuve. D'ailleurs après j'ai fait des vélos, du Vélib là, parce que c'était plus simple quand il faisait beau, c'était mieux. Et puis après j'ai rencontré des gens, des parents qui avaient des voitures. Des expats principalement? Des expats, ouais. Oui, ça je m'en suis rendu compte, c'est qu'en expatriation, on reste en général avec les expats. C'est vraiment en Chine particulièrement, on n'a pas vraiment lié d'amitié avec des Chinois, ou alors des Chinois qui ont voyagé, qui ont vécu à l'étranger et qui sont un peu plus ouverts aux autres cultures. Mais sinon, on se mélangeait avec les Chinois de Shanghai beaucoup moins. Ça reste très très limité, donc c'est vraiment des expats. Alors nous, on n'aime pas, à la base, on n'aime pas se mélanger qu'avec des francophones. Donc on ne choisit pas le quartier français, où on sait qu'il y a toute la communauté francophone. Nous, on est là pour découvrir d'autres cultures, rencontrer d'autres gens, donc on se fait des amis indiens, américains, dans la résidence en plus, donc on a notre petit cocon. Et ça fait partie des bonnes choses, c'est qu'on a beaucoup cherché le logement, mais on était très contents d'avoir choisi celui-là. C'était vraiment un petit cocon en plein centre de la ville, avec une plaine de jeux intérieure, des jardins, bon c'est des grands buildings, mais avec une communauté, donc on se retrouve à la plaine de jeux après l'école et tout. Et donc ça permet de passer le cap, de vraiment... de pas être tout seul et abandonné, loin de tous, c'est le plus difficile. Quoi. Ouais. Bon, c'est ta première fois à ce moment-là avec un enfant, tu découvres tout.
dans tous les sens du terme, et la ville et la maternité. Mais tu sais, comme tout le monde, comment ça se passe en Belgique quand on a un enfant, même si tu n'en avais pas eu avant. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la façon dont ils éduquent leurs enfants comparé à comment nous on faisait, comment nous on fait? Alors, les Chinois, ils ont tendance à garder leurs enfants plus longtemps à la maison, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt 3 ans, ils sont confiés aux grands-parents. Et nous, après 3 mois, on les envoie à la crèche. Je me suis rapidement dit que ce qui était bien, c'est le juste milieu. C'est pas de les garder si longtemps, parce que je voyais que les enfants avaient beaucoup de mal. Après, ayant justement un peu travaillé dans l'enseignement à Shanghai, je voyais que les enfants étaient vraiment... la séparation était très difficile à partir de 3 ans en école directement. Ils ont été 3 ans avec les grands-parents qui les chouchoutaient, parce que les grands-parents, c'est comme les grands-parents ici, ils sont très protecteurs, ils font tout ce que les enfants demandent, du coup à l'école c'était un peu compliqué. Mais je me suis dit quand même qu'en Europe c'est quand même très tôt pour confier son enfant à 3 mois à une crèche, et que là aussi il y a un petit problème de séparation pour l'enfant et pour le parent. Donc je me suis dit que peut-être la vérité était au milieu des deux. Après... Au niveau de l'éducation, maintenant, dans les nouvelles générations, ils sont vraiment pas stricts envers les enfants. Ils font vraiment, les enfants sont rois et ils font ce qu'ils veulent. En tout cas, dans les personnes qu'on a pu croiser, et il y avait des enfants chinois à l'école d'Élise. Je me disais vraiment, mais il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règles. L'enfant fait ce qu'il veut, et je trouvais ça assez prononcé. Ce qui n'était sans doute pas le cas dans les générations précédentes. Mais en tout cas, avec l'essor économique que le pays a connu, vraiment, je voyais des enfants de 5 ans manger des chips et boire des boissons sucrées pétillantes partout à la sortie de l'école, souvent en surpoids en plus, alors que nos générations chinoises mangent énormément de légumes, mangent très sainement, mais les générations plus jeunes, je me disais, mais... c'est pas bien parti là. Donc voilà, au niveau de l'éducation, un peu trop laxiste. Après toi, tu l'as éduqué selon... t'as pris le meilleur des deux, j'imagine. Oui, et puis moi je me suis très vite intéressée. Après 1 an, je me suis intéressée à l'éducation Montessori. Et donc j'ai beaucoup lu et beaucoup appris sur l'éducation Montessori, et j'ai décidé de faire une formation là-bas, d'institutrice Montessori pour les 3-6 ans, parce que je voulais en savoir plus. Et justement, je me suis mise au milieu. Alors, je me suis vraiment... Je ne sais pas si c'est à cause de l'expatriation, mais c'est sans doute le fait d'être devenue maman plutôt, où je me suis plus dirigée vers l'éducation active. Et le fait de rendre l'enfant complètement indépendant, ça me parlait beaucoup plus que l'éducation stricte, et où l'enfant est complètement dépendant de ses parents. Ouais. Mais c'est marrant parce que finalement, la façon dont tu en parles, que... certaines personnes peuvent croire que l'éducation Montessori, c'est justement ce que tu viens de décrire, c'est l'enfant fait ce qu'il veut, mais c'est pas vrai. Non, pas du tout. Oui. Donc les enfants chinois ne sont pas éduqués en Montessori. Non, pas du tout. Ouais. Non, les écoles Montessori sont des écoles indépendantes. Non, l'éducation chinoise n'est pas du tout active. Au contraire, c'est des bons petits soldats. Ils ont des niveaux d'éducation incroyables dans les écoles chinoises. Élise n'est pas allée dans une école chinoise, mais les enfants font ce qu'on leur demande. Dans l'éducation chinoise, il y a des choses... jusqu'à 6 ans, l'enfant est assez libre, mais à partir de 6 ans, tous les enfants nés en Chine doivent aller dans l'enseignement chinois. Ils ne peuvent plus aller dans un enseignement international. Jusqu'à 6 ans, la Chine ne s'en occupe pas, mais à partir de 6 ans, c'est éducation chinoise. Et en fait, il y a vraiment des écoles très exigeantes et très bien classées, et tous les parents veulent mettre leurs enfants là. Et donc, à partir d'un certain moment, ils sont très exigeants envers leurs enfants. Et dans l'école Montessori où j'étais, je sentais déjà... Les enfants qui arrivent à 3 ans, ils sortent des jupes de leurs grands-parents, ils ont du mal à trouver leur marque, et puis à partir de 4 ans et demi, on leur met une pression d'enfer pour savoir écrire, lire, pour qu'à 6 ans, ils puissent rentrer dans une des meilleures écoles chinoises. Et donc, ils ont vraiment... il y avait un petit garçon de 6 ans qui était vraiment en difficulté parce qu'on sentait que sa maman mettait une pression énorme sur lui pour qu'il aille dans les meilleures écoles, une des meilleures écoles à Shanghai. Et en sachant ça, toi, tu savais déjà qu'Élise ne rentrerait pas à l'école là-bas à 6 ans ? Élise étant née ici, et elle n'est pas chinoise, elle n'avait aucune obligation d'aller en école chinoise, donc elle aurait été dans une école internationale là-bas. Oui, c'est ça. Donc oui. C'est comme à Singapour, les écoles locales sont vraiment réservées aux Chinois en Chine et aux Singapouriens à Singapour. Et dans les écoles internationales, il y a peut-être un peu moins ce côté pression. Enfin, c'est une autre pression ?
c'est la pression internationale justement, où là c'est plus l'anglais et avec des méthodes aussi qui sont propres à elles, à ces écoles-là, mais c'est pas la même pression que non, c'est pas du tout la même Chine, éducation. Non, les écoles en Chine sont très strictes. Les écoles internationales sont plutôt avec l'IB, donc c'est le bac international, et sont plutôt à justement à rendre l'enfant indépendant, à faire quelqu'un qui réfléchit par lui-même, qui trouve des solutions par lui-même. Et oui, dans les écoles internationales, ça a été... Alors, on ne s'était pas trop renseigné à Shanghai comment elles étaient, mais en fait, oui, il y a un collège comme celui où elle est allée, c'est un collège anglais à Singapour, et ils sont beaucoup plus dans développer la réflexion chez l'enfant et l'aider à comprendre le monde dans lequel il grandit. Donc vous avez pris vos marques, vous restez là 3 ans, tu suis une formation pour devenir institutrice Montessori, et puis vous repartez encore. Voilà. Je suis cette formation pendant 1 an, et puis se pose la question, est-ce qu'on prolonge, est-ce qu'on ne prolonge pas. Moi j'étais bien, je m'y sentais bien, j'avais trouvé mes marques, on avait nos amis, mais j'étais pas contre l'idée de revenir. Ça allait faire 3 ans et voilà. Les propositions qu'Arnaud avait n'étaient pas très tentantes. C'était l'Inde, alors moi j'étais d'accord, mais lui l'Inde c'était hors de question. Il y allait souvent pour le travail. Il m'avait dit non mais c'est pas possible, on peut pas aller vivre là. Et donc c'est plutôt la Belgique qui se profile. Et puis arrive une proposition pour Singapour. Et là je me dis ah ouais, Singapour quand même. Élise peut continuer en anglais-chinois. C'est quand même, il y a une cohérence dedans. Et puis 2, ça a l'air quand même assez sympa à vivre et tout. Donc voilà, voyage d'orientation à Singapour, parfait. Donc là, tu le vis beaucoup mieux que le premier. Tu te dis que c'est plus ta place. Est-ce que tu penses que justement, il a été parfait parce que tu avais déjà eu cette expérience-là, que du coup, tu étais préparée à tout? Oui. Ou que simplement, là, déjà, l'endroit te convenait mieux, quoi? Oui, l'endroit, Singapour, c'est plus international. Il fait beau. C'est un climat tropical. Il y a des piscines partout, moi j'adore nager, donc le paradis. Et c'est mieux organisé, c'est très propre, c'est pas très pollué. Donc forcément quand on y va, vu la référence que j'ai avec la Chine, je me dis ouais, ça c'est quand même... bon, c'est bien, on y va. Et donc, on décide d'y aller. Donc, vous avez fait vos 3 ans en Chine, vous partez à à Singapour, pardon, je recommence. Vous avez fait vos 3 ans en Chine, vous prenez l'avion, vous arrivez à Singapour, et là, comment ça se passe? Comment tu te réorganises? Qu'est-ce que tu projettes de faire? Et avec Élise aussi, comment les choses se mettent en place? Alors, on fait un voyage d'orientation d'1 semaine avec Élise, ce qui est super parce que du coup, elle a hâte d'y revenir. On lui dit qu'on va habiter là après les vacances et tout, donc nickel, on revient en Europe. On part à Singapour, moi je suis aux anges d'arriver là. J'ai commencé à réfléchir à mon projet. Et je me dis, bon, c'est peut-être la dernière expatriation, donc c'est maintenant qu'il faut que je me lance, que j'essaye de réaliser l'idée que j'ai depuis longtemps en tête. Et dès qu'on arrive, au mois de septembre, je m'y mets. Élise va dans une école internationale, toujours en anglais-chinois. Mais le système de bus pick-up devant la résidence et tout est super bien organisé. Disons que les 6 mois d'acclimatation à Shanghai vont prendre 1 semaine à Singapour. Ça se fait super, super vite. Je vais nager tous les matins, je me mets au boulot, je fais mes rendez-vous, je trouve des gens pour m'aider à créer ma société et à développer les prototypes sur les bijoux que je veux créer. Oui, parce qu'on va y revenir, mais donc en fait, tu as lancé une marque de bijoux. Exactement. Et du coup, je me mets au travail et je profite, je me bloque le lundi matin. Le lundi matin, je vais faire du paddle. Je me dis, tous les lundis matins, ça va être comment mon début de semaine, c'est aller faire du paddle à la plage. Et donc ça démarre plutôt bien. Élise est ravie de ton école. Moi, ça me fait un peu peur parce qu'elle était dans une petite école avant à Shanghai et quand je vais la chercher à Singapour, il y a 70 bus sur devant qui attendent tous les enfants. Il y a 1400 élèves. Ouais, c'est plus du tout le même environnement, quoi. Ah non, plus du tout le même environnement, c'est l'usine. Mais c'est l'usine super bien organisée. Je m'en rends vite compte, il y a 3 parties à l'école. Les enfants sont vraiment bien pris en main, ils sont en uniforme. C'est une école anglaise, c'est un collège anglais. Vraiment nickel. Je suis épatée par le niveau d'enseignement, par les méthodes qui sont utilisées, par l'enthousiasme des profs, par leur énergie, par les activités qui sont proposées. Vraiment, je suis en admiration devant l'école. Et elle s'adapte bien, aucun problème à ce niveau-là. Ah ouais, elle adore.
Il y a des maisons, comme dans Harry Potter, elle est hyper dedans, elle adore plus que le mauve, c'est la couleur de sa maison. Elle est vraiment, elle s'adapte super vite à la vie là-bas. C'est pas trop compliqué non plus parce que quand elle rentre de l'école, elle va nager, donc, ou à la plaine de jeux, donc elle a des copains dans la résidence. C'est une vie vraiment très sympa pour des enfants. Donc ça se fait très bien pour elle et pour moi. Et puis moi, je me remets au boulot. Ça fait du bien aussi parce que bon, malgré la formation Montessori, je sens que dans le couple, quand même, il y a un déséquilibre. L'expatriation, je pense pas que mon mari s'y attendait, mais ça a créé un déséquilibre dans le couple. C'est qu'il n'y a que lui qui travaille, il n'y a que lui qui rapporte l'argent à la maison, et du coup, ça lui met une pression que je pense qu'il ne considérait pas trop avant. Il ne pensait pas à ça quand on est parti. Et du coup, moi, je suis contente de me remettre un peu dans la vie active, même si mon activité n'est pas du tout rentable au début, puisque je travaillais uniquement sur le lancement, la création des logos, le packaging et tout ça. Mais je suis quand même active. Je suis pas avec un projet professionnel, avec voilà. quelque chose qui te porte autre que s'occuper de son enfant, quoi. Exactement. Ce qui est vachement important d'ailleurs en expatriation et qui n'est pas facile à mettre en place. C'est souvent un conjoint qui travaille, effectivement, comme tu dis, l'autre qui ne travaille pas et qui dépend de lui. Et parfois, ça peut durer. Il y a des couples comme ça qui font ça pendant des années, quoi. Ah oui, on en connaît, mais effectivement, il y a toujours des conflits, mais tu travailles pas. Enfin, oui, les couples qu'on connaît, c'est comme ça. Si à un moment, le conjoint qui travaille pas s'active pas à faire quelque chose, même si c'est pas quelque chose de rentable, mais au moins de rester actif et de rester dans la vie active, je pense que ça l'a perturbé. Ouais. Il était content aussi qu'on rentre pour qu'on se remette dans une vie un peu plus équilibrée. Donc la marque de bijoux a été lancée là-bas. Est-ce que tu peux nous raconter, moi je la connais, mais est-ce que tu peux raconter là pour les gens qui nous écoutent, c'est un bijou un peu particulier qui est lié d'ailleurs à l'univers de la maternité. Oui. En fait, quand Élise est née, je me suis rendu compte que j'avais rien pour me coiffer. J'utilisais toujours une pince crabe. Et je me suis souvenue que ma mère m'avait acheté quand j'avais 15 ans une broche en argent et je l'avais perdue. Et c'est vrai que de tous les voyages, j'avais toujours regardé dans les magasins d'accessoires, à Shanghai, partout, et il n'y avait rien d'autre que des pinces crabes, parfois avec des brillants, parfois des choses un peu plus chic, mais pour moi, ça restait toujours une pince crabe en plastique ou des chouchous. Et je me suis souvenue de cette broche, et j'avais commencé déjà en Chine à la dessiner, à essayer de me remémorer comment elle était. Arnaud avait fait faire un prototype par un bijoutier chinois, et je m'étais dit, bon, Singapour, je me lance. Donc je mets la structure en place et je commence à travailler sur les prototypes. Alors il faut savoir que quelques semaines avant, j'avais vu que Émilie Duchesne de Théâtre Jewelry commençait à faire du coaching. Et moi, ne venant pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, parce que mes deux parents sont retraités et ils étaient tous les deux employés, je ne savais pas du tout par quel bout commencer. Pour moi, c'était insurmontable. J'avais l'idée, mais comment la concrétiser non. Je ne savais pas. Donc j'ai fait ce coaching de 4 heures avec Émilie et j'avais en fait ce qui allait devenir mon programme de l'année. Pendant un an, le prototypage, le packaging, le site internet, le logo, la charte graphique. Elle m'a donné toutes les clés pendant ce coaching pour vraiment avancer sur le projet et le concrétiser. Ça me semblait tellement évident après, mais c'est vrai que je n'avais pas cette gymnastique de me dire par où je commence. Qu'est-ce que je dois faire en premier ? Et du coup, dès que je suis arrivée à Singapour, j'ai tout mis en place. Et au mois de juin, le site internet était prêt et les bijoux étaient prêts. Donc j'avais commencé à travailler dessus en septembre et j'avais suivi plein de formations à Singapour. Et en juin, c'était prêt, juin 2019. Juin 2019, et puis venue l'année 2020, avec tout ce qu'elle a comporté de compliqué. Donc tu lances ton site, tu commences à avoir des ventes, tu commences à faire des ventes. Et puis vient le moment en fait où vous devez rentrer en Belgique. Est-ce que vous devez ou est-ce que vous choisissez de rentrer en Belgique ? Alors, au niveau professionnel, la situation change un peu pour mon mari et je sens bien que c'est plus qu'il voulait. Et donc on lui fait une proposition qu'on analyse, mais moi je me dis je viens de lancer mon business, si on peut rester 1 an de plus à Singapour, parce que je sens que ça prend forme, j'ai un point de vente, je fais des événements et tout, je me dis laisse-moi encore 1 an de plus pour continuer et pour devenir un peu rentable. Et puis la situation se dégrade assez rapidement. À cause du Covid, du coup, là on est Non, pas du tout. Non, au niveau professionnel, on est en janvier. Et là on lui fait une proposition pour revenir en Belgique. Et justement, là, il y a le Covid. Et là, on se dit, ok, bon, c'est peut-être le bon move, c'est peut-être ce qu'il faut faire.
On a de la famille ici. Moi, j'ai ma grand-mère qui a 86 ans. Je lui fais livrer des courses parce que je trouve une supérette près de chez elle à Enghien qui livre et tout. Mais je suis pas là. S'il y a quoi que ce soit, je suis pas là. Je suis quand même à 12 000 km. Le confinement, c'est quand même pas simple. Et on se dit, ouais, bon, bah ok. Donc ça se décide assez vite, en fait, le retour en Belgique. Dès qu'on voit que le virus prend de l'ampleur, on se dit, ok, bon, bah, c'est ça qu'il faut faire. C'est le bon moment. Est-ce que vous avez déménagé du coup dans l'urgence ? Non, on est rentré fin juin. Donc vous vous êtes quand même laissé le temps de packer tranquille, de préparer Élise, j'imagine aussi au retour. Ouais, on l'a tenu au courant de tout. Même dans les premiers mois où mon mari avait envie de bouger, on me disait alors c'est possible qu'on déménage, on ne sait pas encore où, mais c'est possible que papa, ça dépend un peu du travail de papa et de ce qu'on va faire. On l'a toujours tenu au courant de tout. Et quand ça s'est précisé pour la Belgique, là on lui a dit effectivement bon bah on rentre en Belgique. Elle super contente de rentrer. Alors on a toujours essayé de montrer tout le côté positif qu'il y avait, que ce soit à Singapour ou en Belgique. On a toujours essayé de montrer beaucoup d'enthousiasme à la prochaine étape. Et c'est vrai que du coup, on n'a jamais eu de difficulté, elle n'a jamais été triste. Si, elle en parle, mais on en parle beaucoup avec elle, de quitter ses amis. Mais tout de suite après, elle dit mais je vais m'en faire des nouveaux, c'est une nouvelle aventure. Voilà. Moi, j'ai eu beaucoup plus de mal, mais j'ai essayé de pas trop lui montrer tout ce qui allait manquer. Mais enfin, je pense qu'elle le sait. Je pense que ça se voit aussi, les moments que j'ai eu un peu plus tristes de partir de Singapour, parce que moi, j'adorais Singapour. Elle a dû bien le sentir, mais c'est vrai que je mets toujours en exergue les choses positives qui vont nous arriver. On va être près de la famille, elle va aller dans une chouette école, on va habiter dans une chouette maison et tout ça, et voilà. Et puis il y a tout le processus de recherche qui se met en place. Parce que ce soit aller en Chine ou à Singapour ou ici, il faut chercher une école, il faut chercher un logement, il faut décider... Là, tu deviens experte. Ah oui, là, vraiment, ouais. Et puis je me fais confiance maintenant. Parce que je sais que les choix et même les heures que j'ai passées sur Internet à faire des recherches de logement, d'école, etc., à chaque fois, on a vécu une super expatriation. Donc je me dis, bon, là, il faut vraiment... Je m'y mets. Donc je suis un peu obligée de mettre elle là entre parenthèses, parce qu'il faut préparer cette rapatriation et cette impatriation. Impatriation, ouais, c'est le mot qu'on utilise quand donc on rentre dans son pays d'origine après une expatriation. Et donc, on met tout en place, on est confinés en plus. Tout est fermé, piscine, plage, pleine de jeux. On est dans nos appartements, on ne peut pas en sortir sauf pour aller faire les courses comme ici. Le paddle, c'est fini. Le paddle, c'est fini. On a une chance énorme, c'est qu'une semaine avant notre avion, notre vol, il réouvre un petit peu. Et donc on a l'occasion d'aller dire au revoir à notre plage préférée, de revoir 2 couples d'amis quand c'est fait, pour vraiment dire au revoir correctement. Et ça c'est super parce que Élise a l'occasion d'aller à l'école et de dire au revoir à sa classe. Et du coup, je trouve que ça se fait... J'avais un peu peur que ça se fasse confinement, vol, retour. Et qu'il n'y ait pas de au revoir. Vraiment... Et ça c'est super, on est super contents et du coup on prend l'avion un peu plus léger et tout est fait, tout est prêt pour qu'on arrive ici. C'est donc c'est la suite de l'aventure finalement. Oui, voilà, on a bien profité, c'était 5 années super, on a beaucoup voyagé en Asie. Élise a un bagage énorme parce qu'elle parle anglais, chinois et français. Et donc voilà, maintenant la difficulté c'est en Belgique, comment on fait pour garder ce bagage et lui offrir le meilleur en éducation. Donc voilà, ça c'est les questionnements qui viennent après. Parce qu'en fait, on en parle assez peu. Les gens ne comprennent pas, pour être passé par là, que quand tu vis une expatriation et que tu reviens, tu n'es plus vraiment chez toi. Tu n'es plus chez toi nulle part, tu es un petit peu chez toi partout. C'est pas forcément négatif, mais c'est une réalité. Et c'est aussi la preuve, ta fille, elle s'adapte... Tu lui annonces demain que finalement vous partez aux États-Unis, bon, ok, ça lui ira, parce que finalement les enfants, quand tu les expatries comme ça et que tu les changes d'endroit, ils s'habituent, ils s'adaptent à tout. Oui. C'est des enfants qui en fait s'adaptent à tout. Alors j'ai une théorie, je ne sais pas si ça se vérifiera, je pense qu'à l'adolescence c'est plus compliqué. Ouais. Je pense que tant qu'un enfant est petit, ce dont il a besoin c'est de ses parents, et tant que son socle est là, si son socle est solide et que l'expatriation se passe bien pour les parents, je pense que ça se passera bien pour l'enfant. Après, je pense quand le socle se déplace vers les amis, c'est peut-être plus compliqué. Ouais. Voilà, une fois qu'à 11-12 ans, les enfants ont besoin d'autre chose que des parents pour se construire, je pense que c'est plus difficile. On l'a vu, on a rencontré des amis qui vivent au Canada
leur fille qui a quitté quand elle avait 11 ans un endroit a eu énormément, il était toujours en crise quand ils sont arrivés au Canada parce qu'elle a besoin d'autres choses, elle a besoin d'autres personnes pour se confier et pas toujours à ses parents parce qu'elle devient adulte. Donc je pense que c'est plus compliqué. Ouais. Mais après, je vérifierai, on verra. Ouais, c'est un autre voyage derrière. Donc voilà, impatriation. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées quand tu es rentrée ? Au-delà du fait que confinement, coronavirus et difficulté de voir les gens aussi, parce que vous rentrez d'expatriation et en fait vous pouvez voir personne. Oui, une petite quarantaine, et puis après bel été, heureusement. Donc on a l'occasion de voir ma grand-mère, de pouvoir l'emmener au restaurant, de sortir, toujours masqué, mais on les voit et on profite et il fait beau et tout va bien. Bon, de toute façon, dès qu'on a fini la quarantaine, on se met à la recherche de l'école, on bétonne l'école. Enfin, on sait déjà dans quelle direction on va, mais on veut visiter, etc. Et puis tout de suite après, le logement, parce que on avait fait l'erreur à Shanghai, d'abord chercher le logement et puis l'école, et on s'est rendu compte qu'en expatriation, s'il y a des gens qui veulent s'expatrier, que ça intéresse, il faut d'abord chercher l'école et puis le logement. Et du coup, tout de suite après avoir bétonné l'école, on cherche le logement et puis après on profite. On profite de l'été. D'abord l'organisation pratique et puis après on se détend. Ah oui, comme ça on peut se vider l'esprit et penser. Et donc justement l'école, tu continues finalement sur le parcours d'Élise, le parcours scolaire qu'elle avait commencé là-bas. Tu l'as inscrite en école internationale. Oui. Alors, on a beaucoup réfléchi évidemment parce que ça a un coût l'école internationale, mais j'ai parlé à des linguistes, je me suis renseignée auprès de parents d'expatriés, etc. Et c'est vrai qu'en revenant ici, du coup, elle serait confrontée uniquement aux Français. Nos familles, nos amis, nous, on parle français. Et même si elle a eu 5 ans d'anglais et de chinois, ça risquait de partir. Peut-être que ça resterait quelque part. Souvent, il y a des gens qui disent qu'ils le gardent. Ouais. Mais elle arrêterait de le pratiquer. Et on s'est dit, non, mais c'est trop dommage. Elle parle tellement bien anglais. Elle a plus de vocabulaire que nous à 6 ans. Donc quand on a entendu parler de cette école-là, l'école internationale, on s'est dit, mais évidemment. Alors après, c'est un choix parce qu'on n'est plus expatrié. Donc l'école est plus payée. Le logement est plus payé, donc on revient à la situation d'il y a 5 ans où c'est nous qui devons payer ça avec des salaires qui ne sont pas des salaires d'expatriés. Et du coup, on se dit, bon, c'est un sacrifice financier, on va moins voyager, mais bon, on a bien profité en Asie, donc ça va. Puis il y a le virus, donc de toute façon, les voyages, ça va être un peu ralenti. Voilà, on fait des choix et on décide de l'inscrire là. Et on se dit, oui, c'est pour moi qui ai découvert l'IB, donc le bac international, et de l'avoir parlé comme ça de manière très fluide dans une autre langue, je me dis non mais il faut faire le sacrifice, ça vaut la peine, puis on n'a qu'un enfant, donc Justement, ça fait partie des questions que j'avais envie de te poser. Tu me disais que tu étais fille unique. Élise est fille unique. Est-ce que ça a toujours été le projet qu'elle soit fille unique, ou est-ce qu'il y a eu des questionnements à ce sujet-là, d'autres envies Alors avant de rencontrer Arnaud, je m'étais toujours projetée avec 2 enfants. Je me disais que j'en aurais 2, voilà. Et puis on a eu Élise. Les premiers mois d'Élise, j'étais déjà prête à remettre le couvert, et Arnaud pas trop. Et puis de fil en aiguille, puis il y a eu l'expatriation. Et moi, je suis fille unique, mais j'ai jamais souffert d'être enfant unique. Donc ça me faisait pas peur qu'elle le soit. Et on avait vraiment trouvé un rythme. Je trouve qu'on fonctionnait bien, on avait trouvé notre équilibre. Et puis après, on n'a pas creusé le projet, on se sentait bien tous les 3 et on s'est dit qu'on resterait comme ça. Alors ça pose beaucoup de questions et ça fait sans doute partie de mes doutes, c'est que Alice, je l'ai eue, j'avais 38 ans. Et moi, ma mère m'a eu quand j'avais 24 ans. Et donc, elle aura une autre conjoncture familiale, parce que moi, je serai forcément plus âgée quand elle grandira. Moi, j'ai toujours mes parents, ils sont toujours ensemble en plus. J'ai toujours ma grand-mère. À 44 ans, c'est pas évident. Rien, ouais, c'est clair. J'ai jamais connu la mort d'un proche, même d'un ami ou jamais. Et donc, je me dis qu'Élise sera plus vite confrontée à la perte de quelqu'un que moi. En même temps, je me disais, mais c'est pas une bonne raison pour avoir un enfant. C'est pas suffisant, je crois. Et j'avais une amie qui m'avait dit, pour le deuxième, il faut vraiment, vraiment en avoir envie. Hein. Tu dois le sentir, et je le sentais pas. Et Arnaud n'était pas plus demandeur que ça. Donc et finalement, l'expatriation pour le vivre aussi avec un seul enfant, moi, ça ne me donne pas envie d'avoir un deuxième. C'est beaucoup plus simple de voyager, de s'adapter. Exactement. Avec un seul. Tu as le temps de t'intéresser à toutes ses émotions, de vivre ça avec lui. Et je suis pas sûre qu'avec un deuxième...
Ouais. Mais même prendre l'avion, c'est clair. Ouais. Prendre l'avion avec 2, je voyais des mamans qui voyageaient avec 3 et qui allaient en Australie. Et Oui. je me disais, mais... Avec 1, tu peux encore voyager tout seul, tu vois, toute seule avec lui, quoi. C'est faisable, alors qu'avec 2, déjà, ça part un peu dans tous les sens. Oui, non, c'est clair. Et puis c'est vrai que j'ai eu le temps vraiment de m'occuper d'elle et de gérer tout ça. Avec un deuxième, je sais pas. Après, en expatriation, il y a énormément de gens qui font beaucoup d'enfants, parce que souvent, en expatriation, Tu te recrées aides, un cocon aussi, hein. Ouais. Vu que tu es isolé, que ta famille, tu l'as laissée dans ton pays d'origine, bah, tu te recrées ta propre famille là-bas. Oui. Non, Ouais, c'était ouais. déjà dit ça, si tu vois, un jour on s'expatrie dans le fin fond du Canada, dans une cabane et qu'il neige la moitié de l'année, il n'est pas impossible que ça revienne sur le tapis, parce que finalement, tu es entre toi et toi, donc tu Ouais, te dis, ouais, bah, ouais. pourquoi pas, mais... Oui, c'est clair. Mais, et c'est pour ça qu'on a toujours beaucoup mis à des activités, souvent des playtime, etc., pour qu'elle continue à avoir d'autres enfants. Mais je la sens pas s'ennuyer, ou elle m'en a jamais parlé d'ailleurs, du fait, comme moi en fait, quand j'étais enfant, j'ai jamais demandé, je voyais mes petits cousins se disputer tout le temps. Quand je rentrais chez moi, j'étais très contente de pas devoir faire face à des conflits. Puis j'ai jamais été quelqu'un de jaloux, d'envieux, je sentais ça chez les autres enfants, donc je m'étais dit, ouais, bon, bah, moi, c'était pas trop mal. J'espère que ce sera bien aussi pour elle, mais peut-être que pas du tout, hein. Peut-être qu'elle va m'en vouloir à mort de pas avoir de frères et sœurs. Peut-être qu'un mais, jour, ouais. Voilà. Non, mais c'est bien aussi comme discours, c'est important d'entendre ça de la bouche d'enfants uniques, parce qu'on entend souvent l'autre discours de gens qui regrettent de ne pas avoir eu de frères ou de sœurs, et c'est agréable d'entendre aussi que c'est possible d'être tout à fait épanoui. Ah oui. Moi, mes parents, j'ai jamais fait la demande d'avoir un frère ou une sœur, peut-être une fois, mais ça a jamais été récurrent. J'ai jamais été malheureuse surtout. Je me suis jamais sentie seule. Je pense que la première fois où ça m'a pesé d'être enfant unique, c'est quand j'avais 18 ans et que mes parents ont commencé à mettre des attentes professionnelles et à vouloir que je réussisse des études, des grandes études, etc. Là, oui. Mais jusqu'à 18 ans, non, pas du tout. Au contraire, je me sentais unique. Je me sentais aimée, je me sentais unique et je trouvais que c'était une force. C'est beau. Qu'est-ce que tu dirais aux gens, aux familles qui rêvent de s'expatrier? Parce que bon, voilà, on connaît les avantages, il y a aussi des désavantages. Qu'est-ce que toi, tu conseillerais? Alors déjà, de bien regarder les conditions de l'expatriation. Si c'est avec une société qui demande à ce que le conjoint aille travailler là-bas, c'est quand même super, parce qu'au niveau de la couverture médicale, au niveau du logement, au niveau de l'école, ce sont déjà au moins 3 socles qui sont bien bétonnés par des sociétés qui connaissent. Et on n'y pense pas, mais la couverture médicale, c'est la première chose que tu viens de citer dans les 3 choses. C'est pas pour rien, parce que quand on s'expatrie, c'est vachement important, quoi. Ah oui, surtout en Chine ou à Singapour. À Singapour, se soigner, c'est une fortune. Donc c'est très très important. Partir comme ça à l'aventure, sans avoir un contrat d'expatriation, sans enfant. Je pense que les yeux fermés, sans avoir d'enfants. Mais quand on a des enfants et qu'on voyage et qu'on prend l'avion et que, justement, elle s'est ouvert le menton, ça faisait une semaine qu'on était là. Heureusement qu'on est allé dans un hôpital international où ils parlent anglais, où il y a des bons médecins et que tout ça est pris en charge. Oui, de vérifier ça, surtout quand on a des enfants. Et si on n'a pas de contrat d'expat, d'essayer que ce soit quand même, que ce soit bétonné, de le bétonner soi-même. On peut faire appel à des assureurs et puis de faire beaucoup de recherches, parce que maintenant il y a beaucoup d'expatriés, il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup de sites internet qui aident un petit peu à voir comment est la vie là-bas, ne fût-ce que faire ses courses ou effectivement trouver une école. Donc de faire des recherches, de vraiment se renseigner. Après, c'est comme mes bijoux, si on attend que ce soit vraiment impeccable, on se lance jamais. Donc oui, ça après, l'est jamais, ouais. Il faut franchir le cap et se dire, bon, on y va, on essaye. Comme nous, comme moi, après le voyage d'orientation, si on essaye, on verra. Si on revient dans un an, on revient dans un an, et puis on aura essayé, quoi. On verra que c'est pas notre truc, et voilà. Oui, il y a cette idée d'adaptation dont on parlait tout à l'heure, et cette idée que rien n'est jamais définitif, finalement. Et que si tu as envie de rentrer, il n'y a personne qui t'oblige non plus, qui t'attache là-bas et qui t'oblige à rester là-bas si ça va pas, quoi. Oui, c'est clair. Moi, j'avais pris une année sabbatique ici en Belgique, justement, en me disant, on ne sait jamais. Si je deviens asthmatique à cause de la pollution, ou qu'Élise ne s'adapte pas, ou on revient et puis je retrouve mon job et c'est tout. Après un an, ça s'est bien passé, donc on est resté, on a prolongé. C'est devenu 5 ans. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont dans ta situation actuelle, c'est-à-dire l'impatriation, donc les gens qui ont vécu une expat assez longue et qui reviennent dans leur pays d'origine? De voir le côté positif, effectivement, de se rapprocher de la famille, de revenir près de la famille, c'est ce qui est le plus dur en expatriation,
c'est de quitter la famille, les amis. C'est ce qui m'a le plus manqué. Et puis, parce qu'il y a la culpabilité aussi de... Moi, j'ai qu'une fille, et du coup, partir à l'autre bout du monde avec elle, et que mes parents ne la voient pas beaucoup grandir, que 2 fois par an, c'est pas simple. Donc, le fait de revenir, c'est quand même la chose pour nous qui est importante, c'est que nos parents nous voient, et voient leurs petits-enfants, et voient leurs petites-filles. Donc, de voir le côté positif, et puis... c'est quand même plus simple parce qu'on connaît les quartiers, on sait où on veut habiter, on retrouve ses amis, donc retrouver ses marques, oui, pour moi c'est quand même, ça s'est bien passé, et je pense que si on voit le côté positif des choses, ça va. Alors je dis pas que de temps en temps, je suis retombée sur la carte de membre du Beach Club la semaine dernière, je me suis dit oh là là. Un petit pincement au cœur, une autre vie. Au cœur, ouais. Mais après une balade en forêt, et ça repart, et c'est tout aussi agréable, et l'air frais aussi, parce qu'à Singapour c'est tropical, donc ça, voilà, il y a des avantages et des inconvénients. D'autres plaisirs, quoi. Voilà, ouais. J'écoute d'autres podcasts que le tien, et j'écoute Clotilde Dussoulier, qui fait un podcast qui s'appelle Change ma vie. Ah oui, si, je vois, je savais plus son nom, mais ouais, je vois. Et dedans, elle a un épisode qui s'appelle 50-50, et qui dit effectivement que la vie c'est toujours 50-50. Ça va jamais... Il n'y a pas de solution idéale. Vivre en expatriation, c'est top, mais il y a aussi plein d'inconvénients. Revenir, vivre ici, il y a toujours des choses positives et des choses négatives à en tirer. Et il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un endroit qui te comble tellement que tu aies 90% de bonheur et 10% de moins bien. Non, il n'y a pas de bon ni de mauvais choix finalement. Non. Il y a les choix qu'on fait au moment Exactement. de sa vie. Et... Voilà. Il faut suivre un peu son intuition, et beaucoup parler dans le couple, se mettre d'accord. Moi, je suis très contente qu'on se soit mis d'accord dès le départ, que je rentre en Belgique régulièrement, que je ne sois pas tout de suite obligée de travailler et de me projeter dans une vie professionnelle là-bas, en Chine, où je ne connaissais rien. Je suis très contente qu'on ait mis un socle de départ sur ça. Et du coup, ça a simplifié après les choses, qu'on ait beaucoup parlé tous les deux de nos attentes et de comment on voyait l'expatriation. Et si un jour on repart, la même chose, il faut qu'on analyse tous les deux où ça nous mène, et où on est prêt à aller. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris sur toi dans cette expatriation? Qu'est-ce que ces 5 ans t'ont apporté et ont apporté à ta vie de famille? Ce que j'ai appris sur moi, c'est que j'adorais être maman. J'ai vraiment bien profité, et ça m'a permis pendant 5 ans de voir Élise grandir à son rythme et au mien. Et puis ça m'a donné confiance en moi, parce que je sais que je ne me sentais pas autant capable de faire tout ce que j'ai fait en Chine. Alors à Singapour moins, parce que c'était un peu plus confortable, mais en Chine, de m'adapter là-bas et de vivre là-bas et de trouver son bonheur là-bas, parce qu'après on était content de rentrer chez nous et de retrouver la Chine. Et il y a plein de choses que j'ai adoré là-bas vivre aussi. Donc oui, d'avoir plus confiance en moi, et puis après d'avoir mené à bien mon projet, de l'avoir concrétisé là-bas. Ça aussi, j'ai fait plein de choses, parce que en créant les bijoux, j'ai touché à tout, que ce soit les réseaux sociaux, le site internet, le prototypage, la bijouterie, le packaging. Ça m'a donné aussi énormément confiance en moi de pouvoir me lancer. Si on était resté ici, j'aurais pas forcément passé le cap de me lancer, et j'aurais pas su que c'était possible, que oui, je pouvais être entrepreneuse aussi, et me lancer seule dans un projet qui me plaisait. Du coup, là, la suite des aventures chez vous, ça se profile comment? C'est l'envie de développer ta marque en Belgique, d'en vivre, d'en faire vraiment que ta passion devienne un métier à part entière et... Oui, exactement. Alors là, on s'est donné 6 mois pour que ça fonctionne, pour que la sauce prenne ici. Elle a très bien pris à Singapour, donc je me dis que ça vaut la peine d'essayer ici. J'ai eu un article dans la presse la semaine dernière, j'en ai encore un la semaine prochaine, et là, depuis l'apparition de l'article, j'ai des commandes tous les jours, donc je croise les doigts, parce que je cherchais les points de vente en septembre. Forcément, avec le confinement, maintenant, il n'y a plus de points de vente ouverts, donc ça s'arrête. Mais la vente online fonctionne bien pour l'instant, donc je vais continuer là-dessus. Et puis on va voir ce que ça donne. Oui, d'en vivre, ce serait l'objectif, de pouvoir en vivre, développer d'autres modèles et de continuer ça ici, oui, en Europe.
Merci pour toutes ces belles histoires et ta jolie façon de raconter. Que tout se passe bien pour toi et peut-être au prochain voyage, qui sait. Merci.